c'est pas grave. Donc, je crois qu'on peut commencer. Je crois aussi. Donc, je vous présente encore une fois professeur Bouillon de l'Université de Genève qui va nous faire un cours sur la traduction automatique. Le cours sera divisé en deux parties. La première partie théorique, puis on fera une pause et après la pause, on essaiera ce dont on parlera en pratique. Et je vous invite à participer et être attentif parce que n'oubliez pas que vous aurez des questions après à l'examen. Et bonne chance. Donc c'est un grand plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui de traduction automatique, qui est en fait le domaine dans lequel je travaille le plus actuellement. Donc la traduction automatique, vous le savez, c'est quand on applique l'informatique au processus de traduction, donc qui consiste à traduire un texte source dans ce qu'on appelle en français un texte cible. C'est une technologie qui se développe de plus en plus aujourd'hui. SDL a publié récemment les chiffres suivants que j'aimerais passer en revue avec vous. Donc il y aurait 53% des 50 multinationales les plus importantes qui utiliseraient dans le monde, qui utiliseraient la traduction automatique aujourd'hui. 54% des non-anglophones utiliseraient aussi la traduction automatique sur le web. Peut-être que vous en faites partie. Et 75% des gens maintenant dans le monde utiliseraient des outils de traduction automatique pour leurs propres besoins. Donc une technologie qui explose depuis quelques années. Donc il faut bien distinguer deux types de traduction automatique. Il y a d'une part la traduction automatique pour simplement arriver à comprendre un texte dans une langue qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est ce que Boitet appelle la traduction automatique du veilleur. C'est pour faire de la veille, en fait. Et puis d'autre part, il y a la traduction automatique qui va plus nous intéresser ici, qui est celle pour arriver à publier un texte dans une autre langue. Donc ici, la traduction automatique vise vraiment à remplacer la traduction humaine. On fait de la traduction automatique pour arriver à publier un texte comme on le ferait en fait avec de la traduction humaine. Dans ce second cas, dans la traduction automatique qu'on appelle du réviseur, le scénario le plus fréquent, c'est celui qu'on appelle en français celui de la traduction automatique assistée par l'homme. Donc ça veut dire que l'ordinateur ne va pas traduire tout seul. L'être humain va aider l'ordinateur à traduire et il va pouvoir intervenir à deux étapes différentes de la traduction. Donc soit il peut intervenir, comme vous le savez, avant la traduction, pour essayer de rendre le texte plus compréhensible, plus traduisible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en français la préédition. Ou bien, l'être humain va pouvoir intervenir après la traduction automatique pour corriger, en fait, le résultat de l'ordinateur. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la post-édition. Donc l'abréviation la plus courante, c'est celle de PE en anglais pour post-édition. Alors souvent, on ne parle pas de correction du texte, mais on va parler de réparation du texte. Parce que vous savez bien que les fautes sont un peu particulières. Donc on ne dit pas qu'on corrige le texte en français, mais on dit qu'on le répare en fait. Parce que la traduction automatique n'est pas parfaite. Et donc ce que fait le traducteur, c'est essayer de réparer le texte-ci. Alors, vous avez ici un exemple typique de préédition. Donc, vous avez
une première phrase qui n'est pas prééditée ici, une seconde phrase qui a été prééditée. Est-ce que vous voyez ce qu'on a fait pour obtenir une bonne traduction en français? Alors, Qu'est-ce qu'on a ajouté dans le texte en anglais? Voilà, on a ajouté effectivement l'article, et vous voyez que l'article ici, il a un rôle qui est très important, parce qu'il va désambiguiser l'homographe qui précède. Vous savez que clean, ça peut être soit un adjectif, comme ici, ou soit un verbe, comme ici. Et donc le fait de prééditer le texte, d'ajouter cet article, ce qu'on devrait faire normalement en anglais standard, en fait que la phrase va être bien traduite. Donc ça, c'est un exemple de préédition. Donc la règle qu'on a appliquée ici, c'est, en anglais, c'est ajouter l'article quand c'est possible. Alors, ce type de règle existe en français, en anglais, en allemand, en italien. J'ai aucune idée si ça existe pour le lettonien. Ça serait un sujet intéressant, évidemment, à explorer. Alors, un exemple de post-édition qui est tiré de O'Brien, qui est vraiment la référence en post-édition maintenant. Elle travaille à l'université de Dublin. Donc vous avez un exemple typique j'ai repris donc l'exemple d'un slide de O'Brien. Vous avez ici un exemple de traduction automatique du français en anglais. Et puis, donc vous voyez qu'en général, on distingue deux types de post-édition. Il y a en fait la post-édition qu'on appelle minimale, qui consiste simplement à rendre le texte compréhensible, à enlever les fautes de sens. Vous voyez ici que le traducteur a corrigé 1, 2, 3, 4 mots, quelque chose comme ça. Et puis il y a la post-édition qu'on appelle complète, en anglais c'est full post-edition ou post-editing, où on va rendre le texte similaire à une traduction humaine. Et donc vous voyez qu'on a fait beaucoup plus de corrections, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a corrigé 10 mots dans le texte. Alors, normalement, la post-édition minimale, elle pourrait être faite par des non-spécialistes, des non-traducteurs, alors qu'on dit qu'en général, pour la post-édition complète, il faudrait des traducteurs, en fait. Alors, ce qu'on sait de on peut appeler ça ce triplet préédition, traduction automatique, post-édition, c'est que s'il a bien été introduit dans une entreprise, si on a bien réfléchi à la manière d'introduire la traduction automatique, c'est qu'on va vraiment arriver à une solution qui est rentable. Au moins pour, peut-être, bon, à nouveau, il faudrait le vérifier pour des langues, pour des langues comme le lettonien ou le russe, mais en tout cas pour l'anglais, le français, enfin les langues, l'anglais, français, allemand, espagnol, etc. C'est un processus qui est rentable. Donc tous les chiffres que vous trouverez, bon, beaucoup sur le français-anglais quand même, ou l'anglais-français, montrent 20 à 40% de gains de productivité. Donc on va 20% à 40 fois plus vite avec la traduction automatique que la traduction humaine. Donc si vous voulez lire peut-être l'étude qui à mon avis est la plus sérieuse, qui a quand même travaillé aussi avec des langues comme le chinois, le japonais, etc., c'est l'étude de Plitt et Maslow qui est assez intéressante. Et qui est très, très scientifique en fait. Donc première chose, c'est un processus qui est rentable. Deuxième chose qui est très importante aussi, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas nécessairement plus de fautes. Donc il y a finalement autant de fautes dans la traduction humaine
que dans la traduction automatique et la post-édition. On peut voir ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut éventuellement voir des différences de style. Notamment, la traduction automatique aura tendance à plus utiliser les mêmes mots et ce genre de choses, mais ce n'est pas nécessairement une moins bonne traduction. Le style est différent, simplement. Et ça, si ça vous intéresse, il y a la présentation que Culot avait fait à MT at Work l'année passée, où en fait il contrastait le style fait par des humains, c'est assez intéressant, et le style auquel on arrive avec de la traduction automatique et de la post-édition. Donc il a étudié les structures syntaxiques utilisées, le vocabulaire utilisé, etc. Les pronoms, ce genre de choses. Par contre, et je ne sais pas quel est votre avis, ce qui est clair quand on fait des questionnaires, c'est que les traducteurs n'aiment pas post-éditer. Ils préfèrent normalement traduire à partir de zéro que post-éditer. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est peut-être une question de formation. On constate maintenant que quand on fait vraiment une formation en post-édition, les étudiants sont d'accord de post-éditer. Parce qu'ils comprennent en fait la tâche. Donc ça montre l'importance en fait de former aujourd'hui les traducteurs à la post-édition. Et puis l'autre chose qui est claire aussi, qu'a montré O'Brien, c'est que, en fait, donc l'autre chose qui est claire aussi, ce qu'on a montré, c'est que les personnes qui bénéficient le plus de la traduction automatique, ce sont les jeunes traducteurs comme vous, ou bien les étudiants. C'est-à-dire que c'est avec les jeunes, en fait, qu'on a le plus de rentabilité avec la traduction automatique et le moins de fautes par rapport à la traduction humaine. Alors ça, finalement, c'est assez normal. C'est parce qu'un traducteur âgé, probablement, il est déjà très, très efficace avec la traduction humaine. Et donc, finalement, la traduction automatique qu'il ne connaît pas, ça le rend juste moins efficace. Alors que le jeune, lui, il est ouvert à tout, il n'a pas encore toutes les connaissances, et donc la traduction automatique l'aide en fait à traduire. Alors, ce que je me proposais de faire, mais c'est sans doute un peu ambitieux, je crois qu'on va devoir couper un peu, c'est voir d'abord quels sont les problèmes posés par la traduction automatique. Je crois que c'est important quand même. Donc ce qu'on va finalement se demander, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle en français la traduction entièrement automatique et de haute qualité n'est pas possible. Donc ça c'est un sigle important. On va certainement voir les types de systèmes en détail. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler d'évaluation, même si c'est un sujet très important, peut-être brièvement. Et puis donc il y aura la pratique, en fait, le travail pratique qu'on fera avec le portail académique qu'on a développé en fait à Genève, qui vous permet de voir un peu les différentes étapes, pré-édition, post-édition, dont on va parler maintenant. Donc on fera la partie théorique d'abord, on fera une petite pause et puis on passera au portail académique. Alors, en tant que traducteur, je suppose que
ou linguiste, vous connaissez bien les problèmes posés par la traduction automatique, que j'ai essayé d'illustrer ici avec des exemples. Donc c'est quoi le premier problème posé par la traduction automatique que vous voyez ici? De quoi? Il traduit mot par mot, mais plus que ça. C'est quoi le gros problème comment est-ce qu'on l'appelle en français? C'est d'ailleurs le problème de base du traitement automatique des langues. Voilà, les homographes. Et puis encore plus général que ça, comment est-ce qu'on appelle ce phénomène? C'est l'ambiguïté de la langue, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle en français l'ambiguïté. Et effectivement, l'ambiguïté, il y a deux types d'ambiguïté, en fait. Il y a des ambiguïtés lexicales, ce sont les homographes, comme nuit, par exemple. Hein, vous savez, c'était comme clean. Ça peut être un verbe ou un nom. Alors, vous voyez ici le système, justement, il se trompe. Qu'est-ce qu'il prend? Il traduit comme quoi? Voilà, comme le substantif, comme le nom. Donc ça, c'est un problème d'ambiguïté lexicale, c'est un mot qui est ambigu. Mais il y a aussi, et c'est peut-être encore plus ennuyeux pour l'ordinateur, des ambiguïtés de structure. Donc ça, c'est une phrase qu'on donne souvent comme exemple en traduction. En fait, flat, ça peut soit être le nom objet du verbe, comme il l'a traduit ici, ou bien flat, ça peut être l'adjectif qui se rapporte au verbe. Ouais. Vous avez une idée comment il faudrait traduire? Alors bon, c'est un peu compliqué. C'est un exemple de traduction typique. Tiens, une idée? Ouais, c'est pas facile. Hein, je crois que même mes étudiants, parfois, ils ont du mal en français, ils ont du mal à trouver. Il aplatit le métal. Voilà, exactement. Il aplatit le métal avec le marteau, en fait. Donc, c'est ces exemples complexes où il faut changer toute la structure de la phrase. Donc, première pierre d'achoppement pour le système, c'est cette ambiguïté. Si la langue n'était pas ambiguë, on la traduirait, traduirait beaucoup plus facilement. Alors, il y a un second problème dont on a parlé, dont quelqu'un d'entre vous a déjà signalé. C'est quoi le second problème? Voilà, exactement, on vient au point que vous aviez signalé, c'est que il y a des différences entre les langues, on ne peut pas traduire mot à mot. Ces différences peuvent être syntaxiques ou sémantiques. Alors, en français, quand elles sont syntaxiques, on parle de divergence. Et donc, vous avez ici un exemple de divergence syntaxique entre l'anglais et le français. C'est quoi? Qui doit être fréquent, d'ailleurs, je suppose, si on traduisait en letton. Mais... Le letton, c'est pareil comme en anglais. Ah, bon, c'est facile. Donc, c'est la même chose. Je vous laisse réfléchir et je vois. C'est une divergence à quel niveau? Est-ce que vous voyez la différence entre bonhomme et homme bon? C'est quoi? Une divergence à quel niveau?
qu'est-ce qui se passe avec l'adjectif au niveau syntaxique? En anglais, il se met où? Voilà, exactement, il change de place. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence dans l'ordre des mots, en fait. Alors, il y a des différences aussi sémantiques, on les appelle des décalages en français. C'est mismatch en anglais. Et donc ça, c'est quand on a un mot, ça c'est un problème de base en traduction, vous avez un mot qui n'est pas ambigu en anglais, mais qui se traduit par plusieurs en fonction de spécificité de la langue cible. Alors ça c'est une faute, j'aurais dû mettre parce que bon, c'est peut-être moins évident pour vous, mais j'aurais dû mettre un astérisque devant. On ne dit pas ça en français, je sais ce mot. En fait, to know peut se traduire par savoir ou connaître, comme vous le savez peut-être, et donc en fonction de ce qui suit en français. Donc ici, on aurait dû dire « je connais ce mot », parce qu'il y a un groupe nominal après. Alors, si vous voulez aller plus en détail dans les divergences, il y a des classifications qui existent. Je suppose que vous en avez vu pour vos langues. J'ai repris ici la classification de Van Doren pour l'anglais et le français. Vous avez toutes les références à la fin de l'exposé. Alors, on ne va pas les voir en détail, mais ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est que certaines divergences vont évidemment être beaucoup plus difficiles à traiter que d'autres automatiquement, parce qu'elles nécessitent vraiment des changements structuraux qui sont complexes et qui ne sont pas seulement locaux. Par exemple, avec l'adjectif, on voit bien que la divergence est facile à traiter, parce que c'est deux mots l'un à côté de l'autre. Par contre, si on prend ce qu'on appelle des divergences thématiques, c'est déjà beaucoup plus compliqué pour un ordinateur. Qu'est-ce qu'il va devoir faire que vous voyez ici, qui demande déjà beaucoup de connaissances à un ordinateur? Je crois que Google va peut-être ça dépend de si c'est une phrase qu'il connaît ou pas, mais je suis pas sûre. Je ne sais pas si c'est la même chose en letton. Non. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ici que vous voyez? Ah, c'est encore plus difficile, d'accord. Donc ça m'amène à l'idée que plus les langues sont différentes, plus ça va être difficile. Et c'est évidemment pour ça que les systèmes en letton, probablement, ou en russe, enfin français-russe, vont être de très mauvaise qualité par rapport à des systèmes français-anglais où il y a très peu de divergence entre les langues. Ou français-italien, on peut presque traduire mot à mot, en fait. C'est quoi la différence ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a seulement nouvelle en anglais. En français, il y a le verbe quelque chose. Oui, ça oui. Ça c'est déjà un bon point. Mais qu'est-ce qu'il faut encore faire qui est très important? L'utilisation de verbes manqués, ça demande une autre... Ouais. Une autre structure. Ouais, c'est exactement ça. Ça demande en fait quand on traduit miss par manquer, il faut changer les arguments du verbe. Il faut changer les compléments. Hein, si vous comprenez la notion d'argument, de complément. Sujet et complément. Voilà, le complément, c'est le sujet, l'objet direct, etc. Donc ça va être très compliqué pour un ordinateur parce qu'il faut arriver... Enfin, quelque part, il faut arriver à lui faire comprendre qu'il faut changer, on appelle ça en français le régime du verbe. Hein. Et puis, il y a notre fameux exemple aussi qu'on avait vu là, avec le hammer, qui est évidemment très très compliqué pour un ordinateur. Vous pouvez essayer sur Google après, parce que c'est le prédicat, le verbe principal, devient le complément.
Donc ça c'est très compliqué pour un ordinateur, il faut changer du verbe au nom et l'adjectif devient le verbe principal. Donc des tas de divergences, certaines faciles à traiter, d'autres très, très complexes, évidemment, parce qu'il faut faire des changements très, 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 très difficiles. Alors, des exemples de décalage sur lesquels je ne vais pas passer beaucoup de temps, parce que vous le voyez sûrement dans les cours de traduction. Alors nous, en anglais-français, on cite toujours le river qui se traduit par fleuve ou rivière. Je ne sais même plus tellement suivant l'origine de la... si ça vient de la mer ou pas, quelque chose comme ça. Il y a ces fameux exemples en malais aussi, où il y a, en anglais on a un mot pour ice, mais en malais il y en a énormément en fonction du type de riz, s'il est cuit, pas cuit, s'il est mou, pas mou, enfin, etc. Alors, dans la littérature, traditionnellement, on dit que les décalages vont être beaucoup plus compliqués à traiter encore que les divergences. Est-ce que vous voyez pourquoi ? De quoi ? Oui, ça dépend du... De la culture. Oui, tout à fait, ça dépend de la culture. Donc, en fait, ça dépend, il faut des connaissances pragmatiques, en fait. Il faut des connaissances sur le monde. Si je dis je mange du riz, il faut aller voir le type de riz dont il s'agit, quoi, hein. Alors, des tas de problèmes techniques aussi pour la traduction automatique. Bon, j'avoue que je ne connais pas du tout le letton, mais je suis certaine qu'il doit y avoir des problèmes techniques. On cite toujours, par exemple, le fait que le chinois soit une langue non segmentée. Vous savez, ça s'écrit sans espace. Donc, c'est très problématique pour une machine. Ce n'est pas le cas en letton. Il y a Non, des... c'est Non. pas le cas. Ouais. Comme un russe, par exemple, vous avez un autre type de... Ouais. Donc, oui, les caractères, enfin bon, ce genre de choses qui sont toujours, qui peuvent toujours être problématiques. En arabe, vous savez qu'on écrit dans l'autre sens. Enfin, il y a toujours des choses qui compliquent le processus. Même si on a fait beaucoup de progrès maintenant ces dernières années. Mais il y a quoi ? Il y a 10 ans, les systèmes n'arrivaient pas à gérer tous les caractères en français, par exemple. Il y a 5-6 ans. Je me souviens, il y a le O et le E de œuf qui étaient mal traités par la plupart des... C'était même pas un caractère ASCII, en fait. Alors, j'en arrive au type de système. Donc, deux grandes familles de systèmes. D'une part, les systèmes qu'on appelle linguistiques. Donc, linguistiques parce qu'ils vont être basés sur des règles linguistiques. Donc, en anglais, on parle de Rule-Based Machine Translation. On utilise même ce sigle en français, en fait, hein, comme je suppose, enfin cet acronyme. Donc ça, ce sont les systèmes on verra les plus anciens, traditionnels. Hein. Et donc ce sont des systèmes qui considèrent que pour traduire, il faut absolument lever toutes les ambiguïtés dont j'ai parlé avant, lexicales, structurales. Donc, pour vous donner un exemple, ce sont des systèmes qui vont dire, pour traduire cette phrase, il faut que je sache, que je connaisse, que je sois capable de connaître la catégorie grammaticale des mots et quelle est la structure syntaxique.
Donc pour traduire, je dois savoir si fumer est un verbe, nuit est un verbe, etc. Et je dois savoir quel est le sujet, le complément, etc. Donc VN, c'est verbe non. Hein. Vous dites plutôt substantif, je pense, mais c'est la même chose. Alors, vous voyez qu'il y a des systèmes qu'on peut appeler, enfin que moi j'appelle minimalistes, c'est-à-dire des systèmes qui auront très peu de connaissances linguistiques, comme Reverso, qui est sur Internet. Je ne sais pas s'il y a le laiton avec Reverso, mais vous voyez qu'en fait, comme il a très peu de connaissances, en fait, il se trompe. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il va mettre night, il prend le nom et pas le verbe. D'accord ? Et puis, il y a des systèmes qui vont être beaucoup plus compétents. Ils vont avoir beaucoup plus de connaissances, comme le système Lucie, qui est d'ailleurs un système très coûteux. Et qui ici, bon, se débrouille un peu mieux. C'est pas tout à fait idiomatique, mais bon, on peut comprendre le sens. C'est pas mal. Au moins, il a bien compris que c'était un verbe. Cette phrase-là, c'est vrai que pour la postérité, c'est pas clair, alors que l'autre, au moins, on peut... Et puis donc, d'autre part, vous avez les systèmes beaucoup plus modernes, les systèmes statistiques. Donc, qu'on appelle partout dans la littérature sur Internet, il faut chercher SMT, Statistical Machine Translation, qui eux sont assez intéressants parce que ils ne vont plus faire de compréhension du tout, avec des règles. Ce qu'ils vont faire à la place, c'est prendre un énorme corpus bilingue et en fait aller voir quelle est la traduction des mots dans le corpus. Donc on n'essaye plus de savoir si nuit est un verbe ou un nom, on va essayer d'aller voir dans le corpus bilingue comment c'est traduit. On va voir tout de suite comment. Alors, ici, vous préférez quelle traduction, en fait, a priori, si vous deviez voter? Bon, vous n'êtes pas anglophone, moi non plus, mais... Globalement, qu'est-ce qui fonctionne mieux? On a l'impression que le statistique fonctionne mieux. Par contre, il faut toujours être très prudent, parce que là, j'ai ajouté un mot. Et on voit que du coup, quel système est le meilleur? Aucun n'est parfait, à mon avis, je sais pas. C'est un mélange curieux de... C'est en fait Lucie, le système linguistique poussé, qui finalement se débrouille... bon, je ne dis pas que c'est parfait, mais au moins on comprend ce que ça veut dire. Reverso, il se trompe avec Night. Bing, c'est le système de Google. Bing, il est statistique, il fait aussi la faute d'homographe, donc il n'est pas... C'est la même chose. Sans doute parce que son corpus n'a pas cette phrase. Et puis Google Translate, il fait bien le verbe, mais par contre, pas de chance, il se... bon, on peut peut-être comprendre aussi, mais... Donc, d'où l'importance de... Je crois que j'aurai jamais le temps de parler de l'évaluation, mais donc d'où l'importance de toujours bien évaluer... De bien évaluer les systèmes si on doit choisir un système. C'est très important de ne pas se limiter à quelques phrases comme ça, quoi. C'est très important. L'évaluation, c'est vraiment fondamental. Alors, donc les types de systèmes, on va les voir un peu en détail. Donc on va voir nos trois systèmes dont on vient de parler, qui existent toujours sur Internet, hein, donc c'est important de savoir, de pouvoir les reconnaître aussi. Donc, on a les systèmes linguistiques que j'ai appelés minimalistes, comme Reverso.
qu'on va appeler direct. On verra pourquoi tout de suite. Les systèmes linguistiques maximalistes qu'on va appeler indirects, comme Lucie, qui a aussi une démonstration sur Internet. Et nos fameux systèmes statistiques. Donc on va les voir un peu plus en détail. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Ça va? Pas trop vite? Pas trop rapide? Donc les systèmes directs, ce sont comme les plus anciens, c'est un peu l'histoire de la traduction automatique. Il faut en parler parce qu'on les trouve toujours sur Internet, donc il faut être conscient qu'ils existent encore, notamment Reverso est de ce type-là. Il y a la plateforme Reverso Localize qui est pas mal utilisée encore pour de la localisation de sites web. Et il y a Sistranet aussi, qui est le système Sistran, qui était le système qui avait été notamment adopté par la Commission européenne il y a une dizaine d'années. Et donc ce sont des systèmes que vous allez trouver sur Internet. Si jamais ça vous intéresse, il y a 2 de mes étudiantes qui les ont évalués. Vous pouvez aller voir si vous cherchez, je ne sais pas si ça vous intéresse de voir des mémoires sur ces systèmes. Donc vous les trouverez sur Internet d'ailleurs. Reverso n'a pas de letton, Ah, mais bon. il a le russe. Ah d'accord, ok. Et Sistranet, il a le... J'aurais dû vérifier. Ça fait une petite pause. Sistranet est quand même intéressant si jamais vous voulez... Enfin, je vous montrerai pourquoi après. Non plus. Décidément. Pareil, ils ont le russe, mais Le russe, oui, c'est comme pour tout. Ah. Bon, il y a plus de locuteurs développer un système pour 2 millions de personnes, 3 millions de personnes, c'est... 2, ah oui, même 2. En plus, je pense que les systèmes directs, ils vont convenir très mal pour une langue comme pour traduire d'une langue comme le français-anglais vers le letton. Donc ce sont des systèmes qui traduisent encore mot à mot. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont directs. Donc direct, mot à mot. Donc j'ai repris mon exemple là, parce que ça me semblait plus simple. Donc ils vont fonctionner en 3 étapes. Ils font une analyse qui est purement lexicale, c'est-à-dire qu'ils vont identifier, c'est déjà pas si simple avec le chinois, ils vont identifier les mots et leur catégorie grammaticale. Donc ils se limitent à une analyse lexicale. On n'analyse pas la structure grammaticale de la phrase. Est-ce que vous devez deviner peut-être pourquoi il prend nuit comme nom et pas comme verbe? Il y a déjà un verbe. Exactement. Ça lui semble incorrect si le verbe suit. Exactement. Pour trouver la bonne catégorie, il va simplement en fait regarder les catégories grammaticales qui précèdent et qui suivent. Et donc, effectivement, après un verbe, on a plus un nom. Donc,
c'est pour ça qu'il prend un nom. Mais c'est bizarre parce que normalement, un nom, il y a un article, un autre déterminant. Il y a C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'ici, il pourrait en français, il y a souvent le déterminant. Mais il y a aussi quand même pas mal de cas en français où on ne met pas l'article prendre, oui, avoir soif. Enfin là, c'est plutôt un adjectif. Mais... Donc, il fait cette analyse minimale lexicale qui n'est pas terrible. Ensuite, il traduit simplement avec un dictionnaire bilingue mot à mot. Donc, il va dire fumer, le correspondant c'est smoke, c'est pas terrible. Night, c'est at night. A, c'est in. Là, c'est the. Et santé, c'est health. Donc, c'est vraiment mot à mot. Et puis éventuellement, il s'occupe de phénomènes de surface. Pour l'anglais, c'est pas nécessaire, mais pour le français, il faut faire l'accord, il faut faire l'élision. Il y a des tas de phénomènes dont il faut s'occuper. Donc, il s'occupe de tout ce qui est accord, etc. Hors des mots, éventuellement, etc. Donc, le gros défaut de ces systèmes, finalement, c'est qu'ils transforment un texte source dans un texte cible, mais il n'y a pas de connaissance de la langue cible. Donc, ils peuvent arriver tout à fait à quelque chose qui est complètement agrammatical comme ici. Il n'y a aucune vérification du résultat, finalement. Désolée, il y a ma chaise qui fait un drôle de bruit tout le temps. Mais... donc, dans ce système, finalement, la ressource principale, c'est le dictionnaire, en fait. Donc, qui va contenir toutes les équivalences que vous avez là. Le dictionnaire va aussi pouvoir contenir ce qu'on appelle des tests et des actions, qui sont assez intéressantes. Alors, avec nos étudiants à Genève, on développe pas mal ces tests et ces actions. Donc, le test, bon, le nom le dit bien, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça, c'est le test, en fait. On dit si c'est intransitif, si c'est transitif. Si c'est des notions que vous connaissez... Normalement, il devrait connaître. Ouais. Donc, il faut peut-être rappeler que transitif, c'est quand il est possible de mettre un complément d'objet direct après, comme regarder la télé. Et intransitif, c'est qu'il faut un complément d'objet indirect, comme parler à quelqu'un. Oui. Donc le test, qu'est-ce que ça fait? Ça sert à quoi? Vous voyez le petit exemple ici. Si gros est intransitif, on traduit d'une manière. S'il est transitif, on traduit d'une autre. Ça permet de faire quoi? Voilà, exactement. Ça permet de spécifier, quand il y a plusieurs traductions, de dire laquelle est la meilleure. Donc, on va pouvoir faire des tests, sinon pour chaque mot, vous auriez 20 traductions, en fait. Hein. Et puis, on va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle des actions, qui sont justement faites pour traiter les divergences dont je parlais avant. Alors, c'est Thurmer qui a introduit cette terminologie de test et d'action. Et donc, l'action, elle permet de faire des choses comme d'éviter la traduction mot à mot. C'est vraiment ça. Et donc, par exemple, elles permettent de dire, d'entrer dans le dictionnaire, si c'est information en anglais, enfin information, et qu'il y a for qui suit, je ne vais pas traduire par pour, mais je vais traduire par sûr.
puisqu'en français on dit information sur quelque chose. Ou bien, si c'est please, par exemple, on pourra dire to please, on pourra dire qu'en français, il faut ajouter une préposition. Mais à quel moment est-ce qu'on le fait et qui le fait? Dans le dictionnaire. Ah, Dans le dictionnaire. Alors, donc, on peut ajouter dans les systèmes directs ces tests et ces actions qui vont bien améliorer le système. Le défaut, c'est que comme l'analyse qu'on a vue est lexicale, on ne pourra pas traiter toutes les divergences complexes puisqu'on n'a pas accès à la structure. Donc pour ça, il faudra un système indirect. Donc par exemple, on ne pourra jamais dire, quand je traduis miss par manquer, j'aurais dû mettre pas manquer, j'aurais dû mettre manquer, on va changer les compléments du verbe comme vous aviez vu. Donc on va dire que le sujet, c'est l'objet indirect en français, et l'objet, c'est le sujet. Donc pour faire ça, il faut vraiment un système indirect, parce qu'ici, on n'a pas du tout cette notion de structure syntaxique. Alors, si vous voulez une fois voir à quoi ressemblent ces tests et ces actions dans un système direct, vous pouvez aller voir sur Systranet, qui est gratuit, jusqu'à un certain nombre de mots, et qui vous permet en fait de faire un dictionnaire. Donc vous pouvez, ça, malheureusement, bon, visiblement pas pour le letton, mais vous pouvez, pour le russe, ça pourrait fonctionner. Vous pouvez faire donc un dictionnaire, ici c'est français-anglais, vous mettez la catégorie du discours, et vous pouvez ajouter les tests et les actions comme simples, comme celles qui sont indiquées ici. Et donc quelque part, je crois qu'il y a de l'aide qui vous dit comment faire les tests et les actions. Donc ça c'est assez intéressant de voir ce qui est possible dans Systranet. Donc ça c'est pour nos systèmes directs, donc ça c'est vraiment mot à mot, quoi, hein. En gros c'est ce qu'il faut retenir. Probablement ce sont en russe je serais intéressée, enfin je me demande quels seraient les résultats, mais je sais pas trop, ça doit être très mauvais, non? J'ai jamais essayé. Je crois que ça devrait être moins bon que... Alors, les systèmes indirects, eux, ce sont les bons systèmes linguistiques, je dirais. Donc, l'exemple clé sur Internet, c'est Lucie, qui n'existe certainement pas pour le letton, il n'existe même pas pour l'italien et bon, des langues, d'autres langues, et le néerlandais non plus, je pense. Donc, on va directement prendre l'exemple pour essayer de rester général. Ce sont des systèmes qui sont fondés linguistiquement. Donc, maintenant, il y a 3 étapes qui sont aussi très complexes. On va faire une analyse syntaxique complète de la phrase source. Donc c'est mon exemple à Miss London. Donc on va extraire cette fois-ci la structure grammaticale. Donc il y a un verbe, un sujet, un objet, au minimum. Ensuite, et c'est pour ça qu'on parle de système indirect, on ne va plus traduire mot à mot, mais on va traduire la représentation complète de la phrase. Ça, c'est une étape qu'on appelle le transfert. Et puis, donc, il y a une étape de génération qui se fait cette fois-ci aussi avec un lexique et une grammaire qui consiste à traduire cette représentation dans la langue cible. Et ça se fait aussi avec un lexique et une grammaire. Donc, bien comprendre que c'est fondamentalement différent d'un système direct. Un système direct, il traduit le I, il traduit mot à mot. Il traduit le I, il traduit le miss, il est dans une impasse. Parce que finalement, il a déjà traduit le I et il n'a pas de notion de structure.
le système indirect, c'est très différent. Il fait vraiment, il extrait, si on veut, le sens de la phrase et il traduit ce sens. Donc, on fait ça pour extraire le sens, justement. C'est quoi, à base de statistiques aussi? non, c'est vraiment le lexique et la grammaire. En fait. Donc il a les règles qui sont il a les règles qui intégrées dans le système. Ouais. Il a la grammaire qui est intégrée dans le système. Pas de statistiques ici. Et donc, vous voyez bien le gros avantage qu'il y a à avoir cette représentation, c'est que maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais intuitivement, c'est facile de traiter les divergences. On peut avoir une règle comme ici qui dit, quand on traduit miss par manqué, eh bien, le sujet X devient l'objet indirect, et l'objet Y, si c'est une ville, devient le sujet. Hein, donc maintenant, on a la possibilité, avec un système indirect, normalement, de traiter toutes les divergences entre les langues. Donc, juste pour vous donner une idée, ça c'est des choses qu'on fait avec nos étudiants, voilà, c'est le genre, ça c'est la règle, ça c'est l'entrée du dictionnaire pour manquer miss dans Lucie. Et vous voyez qu'on s'amuse pas mal avec des parenthèses et en gros, ça prend 1 heure au début à nos étudiants pour faire une règle. En fait, c'est égal, mais c'est pour vous montrer. Donc, ce qu'on fait, c'est dire que si on a un sujet en source language, en target language, ça devient un objet direct. Ça ne dit rien d'autre, mais si on a un source language qui est un objet indirect, ça devient un sujet. Mais bon, vous voyez que vous imaginez, on voit bien le gros défaut des systèmes indirects, c'est que ils peuvent donner une traduction parfaite, mais ils sont très très chronophages. Parce qu'il faut écrire ces règles de transfert, et en plus il faut des lexiques et des grammaires pour extraire la représentation. On dit qu'il faut plusieurs années pour avoir une bonne grammaire. Donc ça existait pour le français, pour l'anglais, mais bon, après, si on veut traiter toutes les langues du monde, il n'y a pas de grammaire pour les langues africaines, il n'y a pas sans doute pour les lettons, il n'y a même personne qui a travaillé sur l'analyse syntaxique du letton, je suppose, enfin, je ne sais pas, mais... Donc, c'est vraiment une approche qui est compétitive, qui est très élégante, mais qui pose le problème de ressources, surtout pour des langues moins dotées que les langues, que l'anglais. Et donc ça m'amène à nos systèmes statistiques. Donc là, la référence c'est que c'est pas un livre facile malheureusement, mais enfin c'est pas fait pour des traducteurs, mais bon, vous pouvez quand même le regarder. Donc ça, ce sont finalement des systèmes qui ont révolutionné la traduction automatique ces dernières années, puisqu'ils ont eu cette idée de ne plus utiliser de règles. Donc on n'a plus de lexique, plus de grammaire, plus de règles de transfert, plus rien. Donc traduire, comme je l'ai écrit ici, c'est simplement trouver la traduction la plus probable dans le corpus. Donc la seule ressource qu'on utilise, c'est des corpus. Alors, il y a deux grands types de connaissances qu'on va extraire des corpus pour faire la traduction. Je ne sais pas s'il y avait des étudiants qui étaient là hier, non? Non. Ah oui, donc on va retrouver la même notion que de modèle du langage, en fait.
Donc, deux types de connaissances statistiques. On va utiliser le modèle de traduction qui va en fait donner pour chaque mot les traductions les plus probables. Ça remplace le dictionnaire, si vous voulez. La différence, c'est que ce n'est pas vous qui faites le dictionnaire, on le prend automatiquement de corpus, ce qui est quand même pas mal. Et puis, il y a le fameux modèle du langage dont je parlais hier aussi, qui va finalement choisir la séquence la plus probable. Donc, le modèle de traduction, lui, il garantit ce qu'on appelle la fidélité. Et donc, il doit toujours être acquis à partir de corpus qui sont bilingues. Et donc, ils vont prendre les mots et les phrases les plus fréquentes et ils vont essayer, dans le corpus, de donner les traductions possibles avec les probabilités. Donc, par exemple, pour le mot ici allemand, Haus, on va avoir toutes les traductions du corpus avec les probabilités, les probabilités d'apparition. Donc, évidemment, Haus est plus fréquent que les autres. Donc, on prend le corpus bilingue et, avec des algorithmes très complexes, on extrait automatiquement ces probabilités pour les mots et aussi les phrases, si elles sont fréquentes. Donc, on aura aussi des éléments, on n'aura pas seulement des mots uniques, mais des phrases. On prend plusieurs mots. Oui, on peut prendre plusieurs mots. Oui. Ouais. Et comme ça, on va décider après à la base de... Exactement. Ouais. Donc on aligne, effectivement, c'est le bon terme, les deux corpus, phrase par phrase et mot par mot, et puis on extrait. Donc, avec ça c'est finalement mon dictionnaire d'un système direct, mais acquis automatiquement à partir d'un corpus. C'est intéressant. Si vous êtes une compagnie, vous prenez votre corpus et puis vous pouvez acquérir votre vocabulaire spécifique. Et donc, ça va permettre de donner finalement toutes les traductions avec des probabilités. Il y aura des fautes, mais ce n'est pas grave, parce que finalement, ça va être très peu probable. Et puis, donc, il y a le modèle du langage qui va lui garantir la fluidité, donc le fait que la phrase se lise bien. Et c'est exactement le même qu'en reconnaissance vocale, en fait, pour ceux qui étaient là hier. Donc ici, on va utiliser un corpus monolingue de la langue cible. Et on va chercher, dans ce corpus monolingue, la probabilité des mots de la phrase cible et des séquences de mots de la phrase cible. Alors ici, c'était assez étonnant parce qu'il me semblait que, quand je regardais, en fait, John Love, c'est quand même assez fréquent aussi sur Internet, enfin bref. Bon, l'exemple est un peu idiot, mais... Donc, on va avoir des probabilités pour toutes les séquences qui se trouvent dans le corpus. Et donc, ça permet, en fait, Google fait finalement John Loves Mary, sans doute parce que John Loves et Loves Mary est quand même plus fréquent que John Love, etc. Et donc finalement, sans rentrer dans les détails, la meilleure traduction, c'est celle qui obtient le meilleur score, la meilleure probabilité pour la fidélité et la fluidité.
Donc c'est un calcul complexe qui cherche finalement la meilleure probabilité. Il va prendre finalement quelle est la meilleure probabilité, quelles sont les traductions les plus probables et quelle est la fluidité la plus probable. Alors, il y a une formule mathématique, mais ce n'est pas très intéressant pour nous ici. Est-ce que vous avez compris le principe? Donc, c'est quand même des systèmes assez... c'est assez étonnant quand même. C'est quand même assez impressionnant une fois qu'on sait comment Google Translate fonctionne, on est peut-être... c'est quand même impressionnant de se dire que finalement, tout a été acquis comme ça automatiquement à partir de corpus. Alors, les systèmes donc les plus connus, c'est évidemment Google et Bing, que vous connaissez tous et que vous utilisez sûrement aussi. Alors, Google et Bing, c'est intéressant, mais c'est des systèmes figés, enfin presque figés, comme vous le savez. Il y a aussi des plateformes qui vont vous permettre en fait de construire, si vous avez un corpus, de construire votre propre système. Ce que tout le monde fait maintenant à Genève, toutes les organisations internationales vont construire maintenant un système pour leur texte. Donc l'ONU maintenant a un système, l'OMC a un système, la Commission européenne a son système, etc. Alors, dans ces plateformes, il y a Moses, qui a été développé par l'université d'Édimbourg. Le problème pour Moses, c'est qu'il faut vraiment être informaticien. Donc vous ne pourrez rien en faire sans être informaticien. Par contre, il y a Microsoft, vous pouvez essayer d'aller voir, qui a fait un espèce de système en ligne qui vous permet simplement de mettre un corpus aligné, phrase par phrase, et qui va vous donner un lien avec votre propre système. Donc moi j'ai des étudiants qui ont testé ça. Alors le défaut c'est qu'il faut quand même 10 000 phrases alignées. Donc si ça vous intéresse pour un mémoire, il faut... c'est quand même du travail en fait. En fait je ne savais pas, j'avais lancé un pauvre étudiant sur le sujet. Je pensais que 1000 phrases étaient suffisantes et puis là il faut quand même 10 000 phrases, c'est quand même beaucoup. Mais c'est un système en ligne avec simplement des... Vous pouvez, si vous êtes traducteur, vous pouvez tout à fait déposer votre corpus et il va dériver les modèles pour vous. Et puis donc récemment, la Commission européenne a lancé le service ici à TMT. Je sais si vous êtes membre du réseau, du réseau AMT, vous avez accès. C'est le système entraîné sur les textes de la Commission. Donc il devrait y avoir, c'est assez intéressant, il devrait y avoir le letton. Ça serait intéressant de le comparer par exemple à Google ou quelque chose comme ça. Et ce que ici ATMT permet aussi, c'est d'envoyer son propre corpus, si vous êtes une institution, peut-être pas si vous êtes étudiant, et de créer un service pour vous qui en plus est protégé. Donc les mémoires ne seront, c'est pas comme Google où finalement on ne sait pas ce qui se passe en fait. Et donc, en tant que membre du réseau EAMT, vous avez accès normalement à ce système, qui est pas si mal en fait. Donc, si vous pouvez chercher sur Internet, ça existe depuis 1 an seulement. Avant, la Commission utilisait Systran, donc un système direct encore, et puis maintenant, ils sont passés à un système statistique. Alors, bon, je pense que vous avez compris les avantages et les inconvénients de chaque. On peut peut-être encore les passer en revue. Donc, les moins et les plus des systèmes statistiques aujourd'hui. Alors, on peut essayer de les... Qu'est-ce que vous diriez en fait? On va essayer d'être plus...
compliqué, je sais. Donc, à votre avis, C'était à propos de la traduction systématique. Pardon? statistique. Ouais, statistique. Quels sont les inconvénients de systèmes statistiques? Comme ça fait un peu un résumé de ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Qu'on n'a pas toujours. Ils sont timides. C'est pas qu'ils sont pas... Oui, non, je sais bien. Les miens sont pas mieux. Hein. En plus, en français, je sais, ça doit être difficile pour vous. Qu'est-ce qu'il faut nécessairement pour construire un système statistique? On a vu ici. Voilà. Donc, il faut un corpus qu'on n'a pas toujours. Si on n'a pas de corpus, on ne peut pas construire son système statistique. Et puis, je vais tricher, je vais voir ce que j'avais mis. J'aurais peut-être dû mettre des exemples, mais... donc, il faut des corpus. Alors, on dit aussi que les systèmes statistiques, on a vu ça un peu hier avec la reconnaissance vocale, vont faire des fautes grammaticales. Est-ce qu'on ne pourrait pas les combiner avec des systèmes en direct pour mettre la grammaire dedans? Si, il y a des gens qui font ça maintenant, exactement. Donc, ils font des systèmes hybrides, en fait. Mais c'est... Ouais. Ouais. L'idéal, mais... Ouais. Mais d'ailleurs, on essaye, enfin, en fait, les recherches en traduction statistique, c'est beaucoup d'essayer maintenant de donner des connaissances, un peu de connaissances linguistiques, en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font des fautes grammaticales? C'est dû à quoi, ça? On a vu ça hier aussi, comme les outils de dictée vocale. Hein. J'aurais dû mettre un exemple, mais... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Voilà, ils n'ont pas de grammaire, effectivement. Donc, le système linguistique, lui, par exemple, il a une grammaire qui lui permet de générer des phrases grammaticalement correctes. Alors que le système statistique n'a pas ça. Alors, on dit aussi que les systèmes statistiques, ils font des fautes qui sont plus graves. Notamment, ils peuvent, vous avez peut-être remarqué ça quand vous traduisez, ils peuvent oublier une négation ou des choses comme ça. On dit aussi qu'ils font des fautes peu systématiques. Donc c'est ennuyeux quand on post-édite. Parce que on a vu ça un peu avec l'exemple que j'avais donné au début. Je vais y revenir. On a une phrase qui est bien traduite. Et puis on ajoute un adverbe et ça casse la phrase. Alors, vous voyez pourquoi en fait maintenant? Pourquoi est-ce que le système statistique il n'aime pas qu'on ajoute des adverbes et des choses comme ça? Il ne trouve pas le... Voilà, c'est plus dans son corpus en fait. En fait, la phrase « fumer nuit à la santé », elle est dans son corpus, mais probablement « fumer nuit beaucoup à la santé », elle n'est pas dans son corpus. Donc il va traduire mot à mot en fait. Alors que le système linguistique, il est beaucoup plus régulier. Et c'est aussi difficile d'ajouter des mots, en fait, ce qu'on fait facilement avec un dictionnaire. Parce que chaque fois, il faut réentraîner tout le système. Par contre, les avantages, c'est que on dit que c'est plus fluide. Ça peut, si la phrase est dans le corpus, elle peut être parfaite. Et on dit aussi que c'est moins coûteux. Un système comme Lucie est vraiment très cher. Hein. C'est vraiment des dizaines de milliers d'euros. C'est franchement très très cher pour
pour une compagnie en fait. Alors que Moses et même Microsoft Translator Hub, c'est gratuit en fait, c'est open source. Un gros avantage aussi pour vous, c'est que ça fonctionne pour n'importe quelle langue en fait. A priori, ça serait intéressant d'essayer, je ne sais pas si ça fonctionne d'ailleurs, mais d'essayer d'entraîner, de voir si Microsoft Translator Hub vous permet d'entraîner un système pour le letton. Alors, est-ce que vous avez encore le courage d'entendre quelque chose sur l'évaluation ou bien est-ce qu'on arrête On peut faire une pause, je pense, parce que... Ouais. De 10 minutes. De 10 minutes. Et puis... Il y a encore de la présentation. Il y a encore un peu de présentation, mais je peux laisser tomber aussi, c'était... Non, on peut encore faire une demi-heure de présentation et puis passer à la... D'accord, ok, on fait comme ça. On s'arrête 10 minutes, on fait... Ouais. Ouais. Tad 10 minūtes pauze, pēc tam mēs turpināsim drusku vēl bez prezentācija, pusstundu, un pēc tam praktika.